Salut les mecs. Quand Griffiths demande à Guts d'assassiner le comte Julius au beau milieu de l'âge d'or, eh bien, beaucoup y voient un simple acte de vengeance ou de rétribution, puisque, après tout, Julius avait effectivement tenté d'assassiner Griffiths avec une flèche empoisonnée lors d'une petite partie de chasse, vous connaissez les bails, une tentative qui n'était pas seulement un acte personnel contre Griffiths, mais aussi un moyen de sécuriser la propre position politique du comte Julius contre Griffiths, qui montait en influence dans la royauté du Midland. Cependant, qu'on examine cet événement, c'est-à-dire l'assassinat du comte Julius par Guts sous un angle un peu plus travaillé et un peu plus profond, eh bien, il devient évident que cet assassinat est bien plus qu'un simple retour de flamme de la part de Griffiths. Non, là, il s'agit d'une manœuvre stratégique, où Griffiths semble avoir calculé chaque détail, y compris les tragédies accidentelles entre guillemets, qui auraient pu en découler, et d'ailleurs qui en ont découlé de toute façon. Et la question centrale que je souhaite vous poser ici à travers cette vidéo est la suivante. Est-ce que Griffiths savait que Guts tuerait Adonis, le fils de Julius, lorsqu'il lui a confié cette mission ? Puisque, en explorant cette idée, il devient difficile de ne pas admirer, tout en étant horrifié bien évidemment, la portée et la froideur de l'intelligence manipulatrice de Griffiths. Alors déjà, on va commencer par expliquer qui est Adonis et pourquoi sa mort aurait pu et a été crucial dans les plans de montée en puissance de Griffiths dans l'armée et la royauté du Midland. Alors déjà, avant toute chose, Adonis est le fils unique du comte Julius, ce qui le place au cœur de la lignée familiale du Midland, puisque le comte Julius est quand même le frère cadet du roi de Midland, ce qui confère forcément à Adonis une certaine légitimité politique. C'est sûr, même s'il n'est pas directement dans la ligne de succession. Sa simple existence représente une continuité de l'influence de Julius au sein même de la cour du Midland, et cela en fait une menace indirecte, peut-être même directe en fait, pour Griffiths. Mais Adonis au final n'est pas juste qu'un pion politique, c'est un jeune garçon élevé sous la pression constante d'un père qui projette sur lui toutes ses ambitions et toutes ses insécurités. Julius pousse son fils Adonis à devenir l'incarnation de l'honneur et de la force noble, et de la puissance aristocrate, telle qu'on le voit dans les scènes où il est brutalement entraîné à l'escrime par son père Julius. Et pour Julius justement, Adonis est bien plus qu'un fils, il est l'avenir de son héritage, la seule chance pour sa lignée de prospérer au-delà de sa propre mort. Et c'est précisément cette dynamique qui fait d'Adonis une cible dans les calculs de Griffiths. Dans un système féodal tel que celui du Midland, où les liens du sang et les héritages dictent la politique, tuer Julius sans éliminer Adonis aurait laissé une brèche. Adonis aurait pu devenir un symbole de résistance pour les nobles opposés à Griffiths, et avec le soutien des familles influentes et des maisons qui pèsent dans le royaume du Midland, et qui partagent, on le suppose aussi, pas mal des opinions de Julius, Adonis aurait pu représenter, à long terme, une menace durable pour l'ascension de Griffiths. D'autant que, et Julius ne s'en cache pas, l'un de ses plans et l'un de ses objectifs à long terme est de faire se marier son fils Adonis avec la princesse Charlotte, afin que un jour Adonis puisse devenir le roi du Midland. Donc effectivement, là, ça le met directement dans la ligne de mire de notre ami Griffiths. Et justement, lorsque Griffiths confie à Guts la mission d'assassiner Julius, eh bien, les conditions même de la mission sont révélatrices. Guts est envoyé seul, dans un environnement qui lui est totalement étranger. Un château, symbole du monde noble auquel il n'appartient pas, et une épée, une petite cape pour se cacher, et c'est plus ou moins tout. Et Griffiths, justement, en stratège expérimenté, connaît parfaitement les forces et les faiblesses de Guts. Il sait que ce dernier excelle dans des situations où l'instinct et la brutalité priment, mais qu'il manque cruellement de subtilité dans des environnements nécessitant discrétion et stratégie. Et justement, cette mission est conçue pour tirer parti de l'imprévisibilité de Guts. Griffiths a certainement anticipé qu'un guerrier tel que Guts, placé sous une telle pression, allait commettre des erreurs. Et c'est là que réside la clé de la manipulation de Griffiths. Il savait que Guts, dans sa fougue et son manque d'expérience dans ce genre de mission, risquait d'éliminer quiconque se trouvait sur son chemin, y compris Adonis. Et en fait, avec le recul, on comprend en réalité qu'Adonis devait mourir dans le plan de Griffiths, puisque dans la scène tragique où Guts assassine Adonis, il est évident qu'il ne l'a pas fait intentionnellement. Adonis, alerté par les bruits venant de la chambre de son père, surgit et se retrouve face à un Guts tendu, à fleur de peau, et sur le qui-vive. Et dans un moment d'instinct animal pur, Guts tue le petit garçon avant même de réaliser la gravité de son acte. Ce meurtre accidentel provoque chez Guts un profond remords, mais dans le contexte de la mission, eh bien, ce meurtre joue parfaitement en faveur de ce que voulait Griffiths, puisque pour Griffiths, Adonis n'est pas juste un dommage collatéral, mais un élément potentiellement prévu et potentiellement voulu.
Sa mort complète l'effacement total de la lignée de Julius, éliminant toute possibilité de vengeance ou même de rivalité future. En outre, elle scelle une nouvelle fois la dépendance émotionnelle de Guts envers Griffiths, puisqu'en manipulant la culpabilité de Guts, Griffiths s'assure que ce dernier reste attaché à lui, incapable de se libérer de ce poids moral d'avoir tué un enfant innocent. Et si l'on considère la profondeur de la planification stratégique de Griffiths, il est difficile de croire que cette possibilité, le fait que Guts tue Adonis, ne lui avait pas traversé l'esprit. Il connaissait Guts mieux que quiconque et savait exactement comment il réagirait sous la pression. Il a placé Guts dans une situation où les erreurs étaient non seulement possibles, mais surtout probables. Cela suggère que la mort d'Adonis, loin d'être une surprise, faisait partie des risques acceptables, voire des résultats espérés dans le plan de Griffiths. Et justement, on se pose la question, vu que Griffiths est extrêmement intelligent et qu'il connaît les forces et les faiblesses de ses hommes, pourquoi avoir sélectionné Guts et non pas Judo? Puisque oui, si la discrétion était le véritable objectif, Judo aurait été le choix le plus évident pour mener à bien cette mission. Puisqu'en tant que maître des couteaux extrêmement silencieux, rapide et on va le dire assez furtif, Judo possédait les compétences idéales pour mener à bien cette mission, une maîtrise des couteaux de lancer, un calme imperturbable et une capacité à entrer et sortir d'un lieu sans laisser de traces. Ces talents auraient été parfaits pour neutraliser un noble aussi protégé que le comte Julius, qui vit dans une résidence hautement sécurisée et entouré de gardes. Mais c'est précisément pour cela que Griffiths n'a pas choisi Judo. Le succès chirurgical de Judo aurait limité les dégâts collatéraux, alors que Guts en revanche est une arme brute, un bélier plutôt qu'un scalpel. Et bien qu'il soit un combattant exceptionnel, il manque de la subtilité et de la précision nécessaires pour mener un assassinat aussi discret. Et Griffiths savait qu'envoyer Guts entraînerait un résultat beaucoup plus sanglant, incluant des victimes imprévues, comme, on l'imagine bien, Adonis. Parce que, et il faut aussi le souligner, Griffiths donne à Guts des instructions inhabituellement détaillé avant l'assassinat, insistant sur la discrétion et l'absence totale de témoins. Cette insistance chez Griffiths est si inhabituelle que Guts lui-même remarque que cela ne ressemble pas à Griffiths. D'ailleurs, il affirme « c'est pas ton genre ». Ce niveau de micromanagement pourrait être interprété comme un excès de prudence, mais il semble plus probable que Griffiths a utilisé cette pression pour intensifier l'état psychologique de Guts. En surchargeant Guts de règles et d'attentes, Griffiths savait qu'il augmenterait la probabilité que Guts réagisse instinctivement sous la pression. La nature impulsive et violente de Guts, exacerbée par ce stress, rendait presque inévitable la possibilité qu'il tue quiconque interviendrait, y compris Adonis. Griffiths devait également savoir qu'Adonis pourrait être présent au château. Et en tant que fils unique du comte Julius, il était naturel qu'Adonis réside avec son père, et Griffiths anticipait sûrement qu'un jeune garçon curieux pourrait surgir au mauvais endroit, au mauvais moment. Et on va le dire, ce scénario est en fait du gagnant-gagnant pour Griffiths, parce que justement, c'est là où réside le véritable génie de Griffiths, puisque c'est dans sa capacité à concevoir des scénarios où tous les résultats servent ses intérêts, qu'il est le meilleur en fait. En envoyant Guts, Griffiths savait que deux issues principales étaient les plus probables. Déjà, un assassinat, parfait, première option. Guts tue uniquement Julius et s'échappe sans laisser de traces. Cela aurait suffi à satisfaire la vengeance de Griffiths, tout en éliminant un rival politique majeur. Et deuxième option, l'option d'ailleurs qui s'est passée, un dérapage calculé, c'est-à-dire que Guts tue également Adonis et plein d'autres personnes, ce qui détruit par là même complètement la lignée de Julius, éliminant une menace à long terme pour les ambitions de Griffiths. Et dans les deux cas, Griffiths gagne, même si la mort d'Adonis ajoute une couche de complexité émotionnelle à la situation, elle sert, in fine, à ses objectifs stratégiques à long terme. Pour aller plus loin dans cette réflexion, le moment le plus troublant de cet arc narratif est sans doute le sourire de Griffiths lorsqu'il apprend la mort de Julius et d'Adonis alors qu'il était en train de discuter avec la princesse Charlotte autour de la fontaine du château de Midland. Ce sourire n'est pas seulement de la surprise ou de l'incrédulité, mais une expression de satisfaction froide et calculée. Il reflète une acceptation, voire une approbation de l'issue sanglante de la mission. Griffiths ne fait aucune tentative de dissimuler son contentement. Ce sourire, bien que subtil, suggère qu'il avait anticipé la mort d'Adonis et qu'il la considérait comme un sacrifice nécessaire dans son ascension au pouvoir. Et cela renforce l'idée qu'Adonis n'était pas vraiment une victime accidentelle, mais une partie intégrante du plan de Griffiths. Et d'ailleurs, peu après l'assassinat, Griffiths discutera avec le ministre Foss, qui qualifie la mort d'Adonis d'acte démoniaque. Et justement, Griffiths répond avec une réplique plutôt mémorable, on va le dire. Non, ce n'était pas l'acte d'un démon, c'était l'acte d'un homme. Et cette déclaration est des plus cruciales, puisqu'elle permet à Griffiths de se distancer de l'acte, tout en reconnaissant qu'il s'agissait d'un événement humain, orchestré par des mains humaines, les siennes en l'occurrence. Cela reflète l'orgueil de Griffiths dans sa capacité à manipuler les gens et les événements pour atteindre ses objectifs personnels. Et au final, si on devait conclure, la mission d'assassinat de Julius n'était pas qu'une simple vengeance, c'était une démonstration magistrale de la capacité de Griffiths à manipuler ses alliés, ses ennemis et même les circonstances pour servir son ambition. La mort d'Adonis, bien que tragique,
tragique, illustre à quel point Griffiths voit les vies humaines comme de simples pièces sur un échiquier géant, où aucun sacrifice n'est trop grand si cela signifie se rapprocher de son rêve. Et en guise de dernière preuve, je tiens aussi à vous souligner la réaction de Griffiths au tout début du premier time skip lors de l'âge d'or. Vous vous rappelez? Juste après la petite séquence de l'arrière-garde avec Guts d'ailleurs, qui a été adapté dans l'anime de 97 mais qui n'a pas été adapté dans les 3 films de 2013. 3 films de 2013 dont j'ai parlé extensivement dans pas mal de vidéos que je vous conseille, mais bref, c'est une autre histoire. Juste après ça, effectivement, il y a un time skip. On voit effectivement Guts, Casca et Griffiths beaucoup plus grands, ils ont à peu près 18 ans, entre 18 et 20 ans. Et tu vois Guts défoncer, il me semble, l'escouade des boucs noirs de Tudor, il me semble, un truc comme ça, des boucs ou des baleines, peu importe, on s'en fiche. Et bien entendu, après ce petit coup d'éclat de Guts qui allait complètement à l'encontre des ordres de Griffiths, évidemment, il se fait taper sur les doigts par Casca, mais à la fin, il se fait féliciter par Griffiths. Et lorsque Guts, un peu honteux, s'excuse devant Griffiths en disant que justement, il n'aurait pas dû ne pas lui obéir, et il est désolé d'y être allé à l'instinct, et d'avoir contrevenu à ses ordres, bien Griffiths lui répond un petit sourire aux lèvres, tes coups de sang font également partie de mon plan, tes coups de tête, tes coups de folie, ton impulsivité fait également partie de mes tactiques, fait également partie de mes stratégies. Et là j'ai envie de dire, tout est dit. Griffiths prend toujours en compte le côté un peu fou, le côté un peu barbare, le côté un peu sanguinaire, le côté un peu je nique tout le monde de Guts. C'est ça en fait le truc. Et toute cette séquence dans Berserk révèle bien avant l'éclipse la véritable nature de Griffiths. Un stratège brillant mais impitoyable, prêt à tout pour réaliser son rêve, même au prix de vies innocentes. Et pour Griffiths, l'ambition transcende la morale. Et cette sombre réalité force les lecteurs que nous sommes à affronter la véritable essence du personnage, que de toute façon on devra affronter directement lors de la fameuse séquence de l'éclipse. Alors voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu. Bon là effectivement j'ai tenté encore une fois toujours quelque chose de nouveau. J'essaie toujours de tenter quelque chose de nouveau. Là j'ai pris effectivement un petit morceau de cet excellent, de cet incroyable manga qui est Berserk bien évidemment, RIP à Miura. Dites-moi si vous avez aimé cette petite vidéo. Dites-moi si vous aimeriez que je parle peut-être d'autres moments de Berserk et que je décortique un peu tout ça. Moi c'est toujours un plaisir de parler de ce manga, hein. Un chef-d'œuvre s'il en est. Abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous et à la prochaine.